Bonjour à tous. Eh bien écoutez, alors que le premier webinaire de l'année abordait la segmentation catalogue et notamment la segmentation publicitaire, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la demande saisonnière et notamment de la demande à la période du printemps. Pourquoi ce sujet? On a d'une part des e-commerçants qui ont connu des soldes parfois déceptifs, parfois négatifs ou en tout cas pas assez rassurants pour se dire qu'on peut souffler. Pas assez rassurant pour se dire que, le Q2, peut se passer comme il doit se passer et on a, d'une autre part, des acteurs, qui ont un business plutôt saisonnier et qui, eux, décident absolument, de mettre le paquet sur leur deuxième trimestre et donc on se retrouve à l'approche du printemps avec des acteurs, pardon, qui doivent cartonner parce que c'est leur saison habituelle et qui dépendent de ces mois-là, et des acteurs qui doivent également cartonner pour rattraper le début d'année, pour rattraper les soldes et pour rattraper le premier trimestre. Et évidemment, sans aller chercher des niveaux de dépenses supplémentaires ou exorbitants, car souvent le conseil qui est donné pour aller chercher plus de pertes, c'est d'investir plus. Or, avant d'investir plus, il vaut mieux se poser la question de comment on peut investir mieux. Et c'est dans ce cadre-là que notre approche, c'est de dire voilà, que chaque e-commerçant dispose d'une mine d'or, qui est la data. La data produit, la data de leur catalogue, la data e-commerce, la data business. Et que cette data-là, elle est très souvent inexploitée. Par manque de temps, par manque de ressources humaines, peut-être parce que leurs partenaires n'arrivent pas encore à les accompagner assez bien dans cette démarche-là. Et nous, c'est vrai qu'on voit tous les jours des cas comme ça. Étant donné que notre métier, c'est d'aller accompagner les e-commerçants vers un meilleur pilotage de leurs revenus e-commerce et notamment de leurs revenus paid media grâce à une exploitation de la donnée. J'expliquerai en détail dans quelques minutes comment exactement. On voulait se concentrer sur ce sujet-là. L'objectif de cet événement, c'est premièrement d'analyser les événements dont vous êtes tributaire sur le marché, mais sur lesquels vous n'avez pas la main, à savoir les comportements d'achat, la hausse des CPC. Et deuxièmement, de savoir quelles données on pourrait aller exploiter et comment on pourrait aller l'exploiter dans l'objectif d'alimenter vos stratégies paid media, de construire des stratégies pertinentes et donc d'aller exploiter votre potentiel maximal. Un petit passage sur notre méthodologie, j'en parlais à l'instant. Donc, nous, notre méthodologie et notre approche avec la data, ça va être d'aller collecter les différentes données e-commerce. Donc, évidemment, les données publicitaires des différents canaux, Google, Amazon, Meta, Pinterest, etc. Mais surtout vos ventes hors pub, c'est-à-dire ventes organiques sur le site, les ventes marketplace. Voilà, donc l'ensemble de vos données de vente e-commerce. On va aussi aller prendre des données marché pour savoir comment se situe chaque produit de votre catalogue par rapport à sa demande sur le marché. On va y ajouter des data business comme vos stocks, vos marges, votre positionnement prix. Et on va y ajouter surtout vos objectifs business. Est-ce que vos objectifs, c'est d'aller prendre des parts de marché, donc d'investir plus, d'aller essayer de miser et de générer du volume? Est-ce que votre objectif, c'est d'aller gagner en rentabilité? Est-ce que votre objectif, c'est d'aller écouler les stocks? Voilà, donc l'input, ce sont toutes ces datas-là. On va ensuite traiter cette donnée-là grâce à la techno notamment, pour aller créer des clusters produits qui répondent à des caractéristiques, à des comportements similaires et que l'on pourrait regrouper dans des groupes de produits communs pour adopter un pilotage plus précis. Donc ces clusters sont dynamiques, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui entrent et qui sortent tous les jours en fonction de s'ils respectent ou s'ils ne respectent plus certaines règles. Et ça va nous permettre deux choses. Premièrement, aller être présent sur de la business intelligence, c'est-à-dire qu'on va générer des outils de visualisation de la donnée pour comprendre vos performances et pour surtout vous redonner les clés face à des formats comme Performance Max, qui sont de réelles boîtes noires pour les larges catalogues produits. Et deuxièmement, ça va permettre d'automatiser la connexion entre ces clusters produits et les plateformes publicitaires comme Google Ads pour avoir une optimisation de vos campagnes paid media 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je donnerai un cas un peu plus concret, un cas appliqué à un client à la fin de ce contenu. Donc maintenant que vous avez le contexte, partons étudier un peu les tendances d'achat qui se dessinent en ce début d'année pour comprendre et anticiper la période du printemps avec des pics d'achat qu'on connaît, notamment sur le mois de mai avec les week-ends et les ponts de mai. Donc on a des parcours d'achat qui sont encore
plus fractionné, de par le nombre d'offres qu'il y a sur le marché et de par la croissance de la maîtrise des technologies, je dirais. Par exemple, pour acheter un seul meuble, on a des parcours d'achat qui vont ressembler à la chose suivante. Donc, aller utiliser une IA pour s'aider à décorer une pièce et s'aider à donner des inspirations sur des ambiances. Scanner un produit sur Pinterest, donc déjà deuxième canal, scanner un produit sur Pinterest pour aller trouver des produits qui existent à partir de cette inspiration-là. Aller vérifier les offres et comparer le choix de ces offres en utilisant Google Lens, puis Google Shopping. Donc, on est déjà sur la troisième plateforme. Comparer, soit sur Google aussi, sur les différents sites, soit sur d'autres plateformes, peut-être même sur les marketplaces. Et acheter, soit en direct, soit en retargeting, parce que généralement, bah, là, l'exemple que j'ai pris sur le meuble, c'est des parcours d'achat qui sont plutôt longs. Donc, en fait, on a 5 plateformes au total. Et ce cas-là, il n'est pas rare, puisqu'aujourd'hui, on a plus de la moitié des shoppers qui utilisent au moins 5 ressources en ligne avant de se décider à acheter. Donc ça, c'est vraiment courant. D'autres chiffres, on passe plus de 40 minutes par jour en France sur YouTube et on a atteint les 12 millions de recherches visuelles. Donc c'est un peu pour vous expliquer comment finalement c'est fragmenté et c'est diversifié les comportements d'achat. Ces comportements, il faut arriver à y répondre tout au long de l'année, avec des tensions à deux moments de l'année, à la fin de l'année, hein, le dernier quarter qui est un quarter hyper important pour les marchands, et au Q2 qu'on va étudier, qui est aussi un trimestre important, notamment avec tous les acteurs saisonniers qui arrivent, du jardin, du bricolage, du sport, tous ces secteurs un peu là qui sont très saisonniers. On va aussi avoir des événements comme les French Days, comme la fête des mères, la fête des pères et les soldes d'été qui arrivent sur ce Q2 qu'il faut préparer dès maintenant. Pour vous donner une meilleure idée, la demande connaît un pic sur les ponts de mai et peut connaître jusqu'à plus 27% de demande sur ces jours-là, sur ces week-ends-là. Au-delà des comportements d'achat, autre facteur dont vous êtes peut-être tributaire, mais sur lesquels vous n'avez pas la main, ce sont les coûts par clic. Donc, on a des coûts par clic très hétérogènes en fonction des secteurs, en fonction des verticales. Donc là, je vous ai mis l'exemple de 6 secteurs différents du e-commerce. Le premier secteur, c'est le secteur de l'automobile et le secteur de l'électricité et de la domotique, où on a plutôt des tendances qui stagnent. Donc, pas d'alerte a priori, il n'y a pas vraiment de règles sur le comportement des CPC. En tout cas, on voit à peu près que ça stagne, que ce soit d'un mois à l'autre ou d'une année sur l'autre. On a légèrement en 2025 une hausse des CPC sur janvier et février, mais voilà, rien d'alertant. Et électricité et domotique, idem, hein, c'est encore plus stable. On a juste eu un phénomène assez différent sur 2023, mais on remarque que sur 2024 et sur 2025, ça suit une tendance plutôt linéaire. Même chose pour le secteur du mobilier et de la décoration, où on voit un petit peu que ça stagne. Alors, il y a toujours des différences entre un trimestre et des années, mais grosso modo, ça suit une tendance plutôt linéaire. Le sport, en revanche, on est plutôt sur une tendance progressive des coûts par clic cette année par rapport aux années précédentes. Donc, cette année, c'est représenté par la barre verte. Néanmoins, ce qui est rassurant, c'est quand même qu'on voit que le mois de mars devrait être plus intéressant que janvier et février si ça suit les mêmes tendances que les années précédentes. Et ça s'explique simplement par le fait que bah, pour le sport aussi, il y a des pics de consommation qui sont souvent après l'été, à la rentrée, et en janvier. Le fait que les gens prennent des résolutions et qu'ils veulent commencer à faire du sport. Là, on a des moteurs de recherche tout simplement, il y a plus de concurrence, et donc les CPC qui varient aussi. De même pour les secteurs du jardin. Donc le secteur du jardin, on a des CPC en 2025 plus élevés qu'en 2024. Alors c'est vrai que c'est un secteur qui est sensible aux soldes, donc on reste relativement sur un mois de mars qui est a priori plus intéressant que les mois de janvier et de février. Et pour le secteur de la beauté, on a exactement la même tendance qui se dessine, c'est-à-dire des CPC qui sont plus élevés, pareil que les années précédentes en 2025. En revanche, des CPC qui sont quand même en mars généralement moins élevés parce que c'est un secteur qui est sensible aux soldes. Il y a pas mal de concurrence pendant les soldes, donc les CPC augmentent pendant les soldes et donc naturellement, ils reprennent un niveau un peu plus à la normale courant le mois de mars.
Face à ça, côté annonceur, disons que 2025 sera marqué par 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'IA. Donc l'IA, en 2023, on avait des utilisateurs intrigués qui faisaient les premiers tests. En 2024, on avait une généralisation de l'IA, mais plutôt pour les géants du e-commerce, hein, quand on entend parler que Amazon déploie son IA, que Fnac utilise l'IA, que Cdiscount utilise l'IA. C'est très bien, mais ça touche généralement les géants. Et 2025, on a, je dirais, une accessibilité universelle de l'IA pour tous les segments, pour tous les secteurs, pour toutes les tailles d'entreprise. Et le deuxième phénomène, c'est la prudence dans le business. Les prévisions ne sont pas extrêmement positives sur la consommation cette année, donc on va continuer d'avancer doucement, mais sûrement. En tout cas, c'est la tendance vraiment qui se dessine sur les premiers mois de 2025. Face à cette évolution des comportements d'achat, à l'approche du printemps et notamment des pics de consommation du printemps et à l'approche de cette variation des CPC ultra hétérogènes comme on a vu en fonction des secteurs, il faut que les marchands arrivent à se stabiliser. Il faut qu'ils arrivent à stabiliser leurs résultats dans un premier temps, puis prendre la pente du progrès corrélative à la saison. C'est-à-dire qu'on va renforcer ces positions pour construire une croissance il y a une croissance durable, une croissance renforcée, une croissance solide. Et on va évidemment pallier à cette volatilité du résultat, pallier à cette volatilité de la demande et surtout arriver à comprendre les résultats. C'est nécessaire pour y pallier. Donc pour ça, on va aller utiliser, exploiter et valoriser la data. C'est tout le thème de ce contenu vidéo. Une bonne stratégie publicitaire, c'est quoi? Eh bien, on l'a défini, on l'a dégrossi, entre guillemets, avec 4 gros piliers. Le premier pilier, c'est une maîtrise opérationnelle, évidemment, à 200%. Cette maîtrise opérationnelle, elle est nécessaire, mais sachez qu'elle se complexifie naturellement avec l'émergence de différents canaux, avec l'émergence des algorithmes publicitaires qui sont automatiques et qui sont IA-powered. Le deuxième pilier, c'est le fait de comprendre le futur de la recherche, c'est-à-dire que même si on maîtrise les algorithmes, les campagnes, la méthodologie publicitaire sur le bout des doigts, si on ne comprend pas comment évoluent les nouveaux comportements d'achat, comment fonctionnent les gens, comment fonctionnent les recherches et comment on se positionne dessus, pareil, on va louper des opportunités. Donc l'idée, c'est d'aller être présent au bon moment pendant le parcours d'achat. Le troisième pilier, c'est de savoir remonter au-delà de la performance sur tout l'aspect branding et considération de marque et réussir à avoir une cohérence tout au long du parcours d'achat au niveau de vos produits et de vos marques. Et enfin, le quatrième pilier, c'est forcément une bonne stratégie data et c'est sur ça qu'on va se focus aujourd'hui. Premièrement, l'idée, c'est de se dire qu'on va aller exploiter les différents niveaux de données produits. Donc, généralement, ce sont des données qui sont accessibles par tous les marchands, qui sont facilement accessibles. Et l'idée, c'est d'aller exploiter ces différents pools de data-là. Donc, on a eu une explosion des usages des algorithmes type Performance Max. Le problème de ces algorithmes-là, même s'ils apportent plein de choses de positifs et que on pourra voir après, on les utilise aussi dans le cadre de nos stratégies publicitaires. Le problème avec ces algorithmes-là, c'est que si vous indiquez un objectif, notamment un objectif de ROS dans vos campagnes PMax, vous allez souvent rencontrer le même cas, c'est que Google va privilégier, allez, les 10 produits sur lesquels il est sûr et certain de pouvoir atteindre ses performances, atteindre ce ROS. Donc, c'est-à-dire que vous avez un large catalogue produit, vous avez tout le reste de vos catalogues produits qui restent inexploités. Et l'objectif, c'est d'utiliser la data de votre catalogue pour connaître les autres produits qui pourraient être intéressants d'aller pousser, les autres produits qui ont du potentiel et qui seraient intéressants d'aller exploiter par rapport à leur potentiel et d'aller orienter les algorithmes surtout vers ces produits-là. Évidemment, on ne va pas aller chercher uniquement les données publicitaires, on va aussi aller chercher les données de vente en ligne, hors publicité, donc les ventes organiques, les ventes via l'emailing, toutes les ventes réelles qui remontent sur votre back-office. Puis, on va aussi aller chercher les ventes hors ligne. On va également aller chercher, j'en parlais tout à l'heure, les tendances de marché, donc quels sont les produits qui fonctionnent le mieux dans votre verticale, dans votre secteur sur le marché. On va également aller prendre les datas d'autres canaux comme les places de marché. Et même parfois, si vous ne faites pas de publicité sur les places de marché, c'est très intéressant d'aller récupérer vos ventes organiques sur les marketplaces pour aller détecter des produits à potentiel que l'on pourrait exploiter sur d'autres leviers.
Donc on va détecter les opportunités, voilà, au-delà de vos 10 top produits. Une fois qu'on a détecté ces opportunités-là et qu'on a détecté ces produits, on va décliner une stratégie pour aller pouvoir les exploiter. Pour aller encore plus loin, pour aller, chercher encore plus de data, on va également étudier, les données autres que des données de performance. Donc on pourra notamment avoir une analyse du positionnement prix par rapport au marché. Alors, ça c'est tout simple, hein. Nous, on le fait via des connexions API, à des outils de pricing ou des outils de veille de prix que nos clients utilisent. L'idée, c'est d'aller déployer une stratégie publicitaire en fonction de votre positionnement prix. Si vous avez une super stratégie publicitaire, mais que vous êtes, 20 € plus cher que votre concurrent pour un produit à 100 €, c'est pas magique, ça va être très difficile d'aller le vendre. En revanche, je suis pas en train de dire qu'il faut forcément toujours être le moins cher. Il y a parfois des, zones où vous allez être les seuls sur marché et donc vous allez pouvoir, vous permettre d'augmenter le prix et donc optimiser votre marge. Et il y a, des cas aussi où vous n'êtes pas le seul sur le marché, mais vous n'avez pas les mêmes objectifs de volume de vente que vos concurrents. C'est-à-dire que, heu, vous pouvez vous permettre parfois d'être légèrement plus cher si vos objectifs de volume de vente ne sont pas exorbitants. Il faut juste avoir un prix qui est cohérent avec ce volume-là, avec cet objectif de volume en tout cas. On va pouvoir prendre, également le taux de remise dans le même principe que le positionnement prix, dans des périodes de soldes, dans des périodes de promotion. On va également aller chercher le niveau de stock pour être toujours cohérent sur les investissements publicitaires par rapport au stock qui reste. On travaille même en ce moment sur une prédiction du out of stock par rapport au niveau de vente, de chaque produit. On a le POP qui est disponible, sur l'appli Firefox. Et enfin, on va aller analyser le scoring. Donc le scoring, c'est un critère qui est propre à Firefox. Mais je trouve intéressant quand même d'en parler parce qu'il va nous permettre d'aller mesurer le potentiel publicitaire de vente, donc de vente publicitaire, de chaque produit en catalogue. Et c'est ce scoring-là qu'on peut aller croiser avec le positionnement prix, les stocks, etc., les marges même, et qui est intéressant à exploiter pour capter la demande et maximiser vos investissements par rapport à cette demande. L'ensemble de ces données-là, que j'ai résumées depuis le début, vont, être, centralisées, vont être unifiées. C'est comme ça qu'on arrive aussi à créer des synergies. Donc elles vont être, transformées pour pouvoir faire en sorte qu'elles parlent le même langage, une fois qu'elles sont unifiées. Et j'en parlais tout à l'heure rapidement, donc je vais y revenir dessus, mais ça nous permet de créer des clusters dynamiques. Ce sont des groupes de produits qui s'adaptent en temps réel par rapport à la règle. Donc c'est une super méthodologie, notamment pour les périodes, saisonnières comme le printemps, et on y voit plusieurs bénéfices. Au-delà du fait que c'est adapté à un pilotage saisonnier, ça permet d'aller maîtriser la diffusion, en temps réel. C'est-à-dire qu'on grâce à ce lien automatique-là, on va stopper immédiatement les produits, les catégories ou les marques sur lesquelles vous dépensez à perte, qui ne sont pas assez rentables pour vous, parce qu'il y aurait des investissements, sur des produits, qui convertiraient peu ou qui généreraient un ROS, inférieur à 1. Et ça nous permet aussi d'aller maximiser les performances de chaque cluster de produits. Donc on va s'efforcer de maximiser les performances compte tenu de votre budget avant d'augmenter ce budget-là. Et c'est là la clé, finalement d'arriver à maximiser et d'arriver à passer chaque palier, de votre strat publicitaire. Donc on va ensuite déployer la stratégie sur d'autres canaux. Pourquoi? Parce qu'on va réussir à créer des synergies grâce à l'acquisition de multileviers. S'il y a un produit qui se vend très bien sur Amazon, ça peut potentiellement être une pépite pour, Google, pour Pinterest ou autre. Donc l'idée, c'est d'aller détecter des tendances sur un seul canal pour aller les exploiter sur d'autres canaux. Ce qui est intéressant dans la dynamique de ces clusters-là, c'est qu'ils peuvent passer, d'un cluster à l'autre. Donc c'est le concept d'avoir des clusters dynamiques avec des règles et des budgets différents. Admettons, si j'ai des produits qui sont, en recherche de potentiel parce que soit je n'ai pas assez de données, soit ils n'ont pas assez converti, pour arriver à les classer, ils partent de la catégorie produits à potentiel sur lesquels on va pouvoir aller faire de l'exploration. Donc on va potentiellement ici brancher, des performances max, pour aller déclencher les premiers signaux. Et ensuite, ça pourrait automatiquement
aller transvaser certains produits vers des propres produits si les signaux sont assez présents et sont assez élevés et répondre aux règles du top produit pour aller exploiter ces produits de manière différente. Une fois qu'on a fait tout ce paramétrage-là, on aura un gros rôle de monitoring. Une fois que l'activité, ça y est, que la saison a commencé, gros rôle de monitoring sur le pilotage pour toujours vérifier la cohérence des investissements sur plusieurs niveaux. Ça peut être les produits, ça peut être les catégories, les sous-catégories, les marques aussi. Donc là, je vous ai mis un graphique qui parle souvent aux marchands. En abscisse, vous avez les investissements publicitaires, donc ce que vous donnez à Google, à Meta ou à Amazon ou à d'autres canaux. Et en ordonnée, vous avez le chiffre d'affaires qui est généré via ces publicités-là. Les petites bulles, ce sont vos produits, donc on peut l'avoir à partir des produits, on peut aussi l'avoir à partir des catégories ou des marques. La taille de la bulle, ça représente le chiffre d'affaires et la couleur de la bulle, ça représente la rentabilité. Plus c'est vert, plus ce sont des produits très rentables pour vous et plus c'est rouge, moins ce sont des produits rentables. Donc on voit qu'il y a plusieurs poules de produits qui se dessinent. Le premier pool de produits, en haut à gauche, dans le cadre vert, ce sont des produits que l'on va booster en investissement, car les performances y seront assurées. Le deuxième pool, en rouge, en bas à droite, c'est le pool des produits qu'il faut maîtriser en dynamique, donc les produits sur lesquels vous investissez beaucoup, qui rapportent peu de chiffre d'affaires et en plus de ça, qui sont peu rentables pour vous. Donc l'idée, c'est d'aller les exclure en automatique pour éviter de dépenser même un seul euro de plus sur ces produits-là. Et on a un dernier pool de produits qui sont les produits plutôt intermédiaires, les produits entre les deux où on va aller chercher le potentiel. J'en parlais tout à l'heure, ce sont sur ces produits-là qu'on va utiliser potentiellement les formats comme Pmax pour aller dégager les tendances, laisser le temps aux algorithmes d'apprendre, nous permettre d'en apprendre plus sur la performance de ces produits-là et éventuellement, s'il y a beaucoup de produits, peut-être sous-segmenter cette partie-là voilà, en plusieurs autres clusters. On va aussi s'assurer de la cohérence de vos investissements en termes de marque, j'en parlais tout à l'heure. L'idée là, c'est de se dire que dans la plupart des cas, on a généralement une très faible partie du catalogue, donc ça peut être 5% ou moins du catalogue, qui génère plus de 80% du chiffre d'affaires. Ici, dans l'exemple que j'ai donné, c'est 1% des marques distribuées dans le catalogue qui génèrent 67% du chiffre d'affaires. Alors déjà, c'est dangereux parce que le manque de diversification, ça a toujours été dangereux. Et surtout, c'est du manque à gagner. C'est du manque à gagner de marques qu'on pourrait potentiellement aller booster en fonction de leur potentiel et sur lesquelles vous pourriez aller chercher du chiffre d'affaires complémentaire et dépasser un plafond de verre sur lequel vous pourriez stagner. Maintenant qu'on s'est assuré de la cohérence sur les produits, sur les catégories, sur les marques, on a aussi, dans beaucoup de cas, des problèmes de cohérence entre le positionnement prix et le push publicitaire. Je prenais l'exemple tout à l'heure, mais si pour un produit hyper demandé, vous êtes 2 fois plus cher que votre concurrent, on ne pourra pas faire de magie. Donc ici, on va diviser ce cas en 2 cas différents. Donc le premier, c'est le cas des revendeurs. Donc les revendeurs qui distribuent des marques qui ne sont pas les leurs. Où là, l'idée de ce graphique à gauche, c'est d'aller croiser le potentiel publicitaire et le positionnement prix de chacun de vos produits et de faire une vue sur l'état de votre catalogue. Donc on a par exemple la première colonne, la colonne numéro 1, qui est la colonne des produits à potentiel, donc à potentiel publicitaire. Et on a parmi ces produits-là, 50% d'entre eux qui sont moins chers que la concurrence. Donc ça veut dire que là, le boost, il est plus qu'utile. Et on a aussi parmi les flops produits qui représentent la dernière, donc la 4e colonne, 30% des produits sur lesquels ce e-commerçant est plus cher. Et donc finalement, c'est des investissements à perte parce qu'on risque de ne pas convertir. Sauf si, voilà l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, sauf si vos volumes de vente dessus ne sont pas exorbitants et que vous préférez être un peu plus cher et laisser le temps à vos produits de s'écouler tout au long de l'année. Mais généralement, quand on a un business saisonnier et qu'on veut cartonner sur le printemps, c'est pas vraiment le cas. On n'a qu'un trimestre pour cartonner. Et donc, il vaut mieux éviter d'aller dépenser sur des produits sur lesquels vous êtes beaucoup plus cher que vos concurrents.
Le cas numéro 2, ce sont les cas des marques, hein, ou des fabricants. Donc là, l'idée, c'est qu'on a travaillé sur un modèle de prédiction de prix par rapport à des critères produits. Pourquoi? Parce que si vous êtes fabricant et que vos produits, vous avez votre marque propre qui n'est pas distribuée ailleurs, vous n'allez pas pouvoir comparer votre produit par rapport au GTN, à la ZIN, et cetera. Ce qu'on peut faire pour des produits comparables. Alors quand je dis pour les marques, attention, oui, ce sont les marques qui ne sont pas distribuées ailleurs. Ce sont vraiment les marques qui ne sont que distribuées via leur propre site. Dans ce cas, étant donné qu'on n'a pas d'identifiant unique de produit qui peut nous servir de base de comparaison, on travaille sur un modèle de prédiction de prix qui va se baser sur les critères propres au produit. Si, admettons, on parle d'un sommier, on va pouvoir se baser sur la taille du sommier, sur la matière du sommier, sur la rigidité du sommier, et tous ces critères produits. On va analyser ceux de votre catalogue, on va analyser ceux du marché pour arriver à peu près à positionner, voilà, disons un sommier 140 cm rigide, en moyenne, devrait coûter ce prix parce qu'il a telle matière, telle dimension, etc. Et bien écoutez, maintenant, si on souhaite appliquer cette stratégie pour arriver à capter la demande printanière, finalement, comment on arrive... Non, je vais refaire. Maintenant qu'on a bien paramétré les campagnes, qu'on s'est assuré qu'on a... Maintenant qu'on a vu comment on pouvait bien paramétrer les campagnes avec l'histoire des clusters, qu'on a vu comment on pouvait bien monitorer le suivi des campagnes avec le suivi de la cohérence des investissements par produit, par segment, par marque. Si on souhaite appliquer cette stratégie dans le concret, hein, en fait, pour arriver à capter la demande printanière, finalement, comment on déploie un plan d'action concret? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc Rome ne s'est pas fait en un jour, hein, donc on va construire cette stratégie data et ads brique par brique. Donc la première brique, ça va être d'aller mieux structurer votre compte publicitaire. C'est un peu les quick wins à mettre en place avant de faire quelque chose en plus. Le premier dans cette partie-là, le premier tips qu'on donne avant d'aller générer plus de chiffre d'affaires, c'est s'assurer qu'on va en perdre le moins possible. En vérifiant cette fameuse cohérence des investissements, on voit encore trop de comptes passer qui pensent avoir optimisé leur budget et leur campagne et sur lesquels finalement on continue de voir des investissements sur des produits avec un ROS inférieur à 1. Et ça, c'est vraiment alarmant. Le deuxième point, c'est bien d'arriver à différencier les performances de brand et de hors brand et les campagnes brand et de hors brand pour ne pas biaiser les résultats et pour ne pas surestimer les résultats. Parce qu'évidemment, ils seront toujours meilleurs hein, si vous incluez la brand dans le hors brand. Troisième point, c'est intégrer votre marge, parce qu'un pilotage du chiffre d'affaires, c'est beau, mais c'est pas ce que vous gagnez réellement. Et la plupart du temps, c'est un pilotage de la marge qui intéresse les clients e-commerce avec qui on travaille. Il vaut mieux pousser un produit à forte marge, parfois qu'un produit sur lequel vous allez faire du volume et sur lequel vous allez être peu rentable. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, donc dans un deuxième temps, on va pouvoir aller plus loin et c'est à partir de là qu'on commence à saisir les opportunités pour accélérer sa croissance. Donc, ça va passer par deux phases. La première, c'est construire les fameux clusters qu'on a vus tout à l'heure, les clusters dynamiques et les règles de cluster qui sont associées. On verra des exemples de règles de cluster un peu plus tard. Et le deuxième point, c'est d'aller intégrer les sources de vente réelles. Pourquoi? Parce que ça va aider aussi à la construction des clusters pour ne pas baser les clusters que sur des règles et des performances publicitaires, mais pour avoir un meilleur pilotage, plutôt des règles à partir des données de vente qui sont réelles et des données de vente qui sont issues du back-office, pour ne pas toujours garder les œillères de la publicité en ligne. Et enfin, la troisième brique, c'est la partie où on va aller scaler cette croissance. Donc, on va donner des tips comme remonter sur le funnel avec d'autres typologies de campagnes, d'autres typologies d'objectifs et surtout diversifier les formats et canaux de façon à cibler le consommateur tout au long de son parcours d'achat et peut-être cibler d'autres consommateurs aussi. Donc, si on prend un point de vue un peu plus micro, avec une échelle de temps, avec des chiffres, là, je vous ai mis notamment un exemple de cluster qui cartonne avec la saisonnalité printanière. Donc, on va prendre des produits qui ont fonctionné via le SEA il y a un an, plus un mois.
Donc je m'explique, en fait, c'est l'équivalent d'avoir des produits qui ont cartonné il y a exactement 11 mois. De façon à, dès aujourd'hui, pouvoir prioriser les investissements sur ces produits-là et toujours avoir, finalement un petit peu ce mois en la différence entre le M-11 et le M-12, toujours un mois d'avance, le temps que l'Ads fonctionne bien et que le produit soit pushé, parce qu'on sait que dans un mois, les ventes connaîtront un pic. On fait la même chose avec les ventes hors pub, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Et une fois les produits saisonniers qui sont lancés, on va capitaliser sur les produits qui ramènent du chiffre d'affaires et de la marge. Vous savez, c'est les fameuses bulles assez importantes en verte qu'on a vues sur le graphique précédent. Ensuite, l'idée, c'est d'aller effectuer des ajustements avec les produits qui ne fonctionnent pas. Alors ça peut être pour des raisons de prix, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi pour la météo. Il y a des années où le mois de juin, le mois de juillet, il pleut tout le temps, ils sont pourris et les salons de jardin ne marchent pas ou en tout cas, ils marchent beaucoup plus tard. Et ça, malheureusement, on est tributaire, on n'a pas la main dessus et il faut quand même apporter ces éléments-là qui sont plus qualitatifs que quantitatifs. Et enfin, on va ajuster le budget publicitaire, c'est-à-dire soit on priorise le budget, on va prendre d'une poche pour amener à une autre poche avec plus de potentiel, ou alors tout simplement, si vous le pouvez, on renforce ses investissements. Donc on n'est plus dans cet effet balance pour amener du moins en plus, mais on est juste dans plus de budget supplémentaire. Si on fait un focus sol, donc on n'y est pas encore, ça sera dans quelques temps, mais on peut déjà préparer ça. Quels sont les produits susceptibles de fonctionner? Quels sont les produits susceptibles, que l'on pourrait mettre en avant pour que ça cartonne? Donc là, je vous ai mis une checklist. Donc on a toujours les fameux clusters produits performants l'année d'avant ou en M-11. Toujours les produits qui ont beaucoup de stock. Les produits complémentaires aussi, ça peut être une vraie stratégie. Souvent, les produits qui remontent sur le carrousel shopping et qui vous permettent de diffuser vos publicités ne sont pas forcément les produits qui vont amener à la conversion. Des produits qui génèrent une marge confortable pour vous, qui respectent vos objectifs de rentabilité. Des produits avec des faibles taux de retour et des produits avec des livraisons pratiques et ou rapides. Si on va encore plus dans le concret, qu'on prend un point de vue encore plus micro avec un pilotage local, très souvent utilisé pour la saison du printemps, on a notamment un cas appliqué avec le produit des anti-moustiques. La vente n'est pas forcément homogène sur tout le territoire, donc si on veut un pilotage vraiment efficace, on peut adopter un pilotage encore plus granulaire, avec une thématique basée sur la localité. Récapitulons avec un plan d'action en 3 semaines. Alors là, j'ai mis que les grands chapitres pour avoir une vue dégrossie, sans vue micro, mais plutôt pour donner une échelle de temps et se dire qu'en 3 semaines, voire un peu moins, on peut déjà avoir préparé son 2e trimestre. Ici, je vous ai donné, je l'ai promis en début de webinaire, mais je vous ai donné un exemple de e-commerçant sujet à une forte saisonnalité, parce que vous voyez bien son nom, comme son nom l'indique, c'est de la jardinerie, donc des produits d'extérieur. Et chaque année, on déploie un plan d'action pour répondre à ses objectifs business. Et d'une année sur l'autre, c'est le graphique que je vous ai mis au milieu, finalement avec un plan d'action vraiment très adapté à sa saison et très adapté à ses objectifs business qu'il nous a transmis. On a réussi à l'amener à plus 73% de chiffre d'affaires de l'année 1 à l'année 2. Et c'est une croissance qui est très importante pour ce compte, puisque comme la plupart d'ailleurs des marchands avec lesquels on travaille, généralement, ils ont plus de 50% de leur chiffre d'affaires qui est issu du SEA. J'ai intégré cette notion de KPI de pilotage. Pourquoi? Parce qu'on a souvent la même question qui revient. C'est finalement comment faites-vous pour avoir des données justes sur l'attribution au canal publicitaire? Alors, si on demande aux solutions d'attribution, ce que je dis souvent, c'est que chacun aura son modèle. Donc chacun aura sa façon de remonter les chiffres et de piloter l'attribution. Donc ça, c'est un problème parce que c'est rarement uniforme. Alors, à l'arrivée il y a quelques années, enfin quelques mois, quelques années, à l'arrivée des annonces sur la suppression des cookies tiers, on a créé un groupe de travail avec des consultants, avec des clients, sur le sujet.
pour leur proposer de travailler sur une solution et trouver la solution la plus adéquate en termes d'analyse de performance, en termes de KPIs et surtout la plus proche de la réalité. Et la conclusion à laquelle on en est arrivé, c'est que, étant donné qu'on travaille avec des PME, donc on va pas travailler avec des Fnac, on va pas travailler avec des Monsieur Bricolage ou autres, ce ne sont pas des équipes où il y a 15 traffic managers qui doivent tirer la couette de leur côté et qu'en plus, les e-commerçants avec lesquels on travaille sont très dépendants de la publicité en ligne, on a opté pour un pilotage au COS. Le pilotage au COS, il analyse l'impact de la publicité sur les ventes réelles. Donc les ventes réelles, ce sont les ventes remontées par le back-office, donc PrestaShop, Shopify ou autre. Et l'idée, c'est pas de se cacher uniquement derrière un chiffre d'affaires publicitaire qui est remonté sur Google Ads parce que c'est pas le vrai chiffre d'affaires, mais de se dire, voilà combien j'ai dépensé en publicité, parce que ça, j'ai bien le montant, VS, combien ça m'a ramené de ventes au total sur mon site. Et c'est ça qu'intègre le COS et c'est cet indicateur-là maintenant sur lesquels on base nos analyses. Écoutez, merci d'avoir assisté et regardé ce contenu. Pour ceux qui souhaitent télécharger le contenu et les slides, on vous en donnera la possibilité via un lien dans la description. Si vous souhaitez aller encore plus loin, c'est-à-dire si vous voyez que vous avez exactement ces mêmes problématiques et que vous avez soit pas les ressources en interne pour appliquer ça en autonomie, soit pas, un prestataire qui n'est pas forcément dans le même ADN, on pourra complètement creuser, discuter ensemble pour mieux comprendre vos objectifs, pour mieux comprendre là où il y a des blocages et pour potentiellement vous proposer des recommandations et des stratégies qui vous permettent d'atteindre vos objectifs pour cette saison printemps 2025. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.